Alors bonjour à toutes et à tous, et un grand merci aux présents, donc représentants d'ONG, parlementaires, collaborateurs de parlementaires, élus locaux, conseillers ministériels, je ne sais pas, voilà. Alors pour introduire un petit peu, donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous on est Convergence Animaux Politiques, une association, loi 1901, qui mène un travail de plaidoyer au niveau national pour 25 ONG de protection animale. Et donc notre travail passe par leur représentation auprès des élus, des membres du gouvernement, un travail d'accompagnement et de conseil auprès des ONG. Et on organise notamment donc des événements comme celui-ci 3 fois par an. Et alors d'habitude, le format, c'est des ONG qui présentent face aux politiques. Et cette fois-ci, on a choisi d'inverser les choses et d'avoir des parlementaires qui parlent, en l'occurrence aujourd'hui, du projet de loi de finances, qui est un outil qu'on investit depuis plusieurs années avec nos associations. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les associations qui ont produit des amendements vraiment de qualité cette année. Donc un grand merci à elles, et c'est un travail qu'on a mené avec elles d'accompagnement, de formation aussi pour arriver à ce résultat. Alors vous avez ce petit livret qui vous a été remis à l'entrée avec tout un tas d'amendements sur l'ensemble des sujets de la condition animale que vous pouvez bien sûr réutiliser à loisir. Vous avez les contacts des associations qui portent ces amendements dans le livret, donc vous pouvez aussi les contacter si vous voulez plus d'informations ou revenir sur ces amendements-là, sachant qu'on vous les enverra en version numérique dès demain. Voilà pour ça. Bon, alors, le contexte est assez particulier. On a eu quelques sueurs froides depuis lundi, mais un grand merci aux parlementaires présents aujourd'hui d'être venus malgré tout pour vous parler de ce sujet. Alors, on va avoir 4 temps aujourd'hui. On a le président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui a accepté d'introduire cet événement, d'être un peu notre grand témoin. Donc, un grand merci, Éric. Ensuite, on aura un débat avec donc des députés, sénateurs, sénatrices, sur comment on peut utiliser au mieux le PLF, le projet de loi de finances, pour la condition animale. Donc on a Arnaud Bazin, sénateur, qui est président de la section Animaux et Sociétés. On a Guy Benaroche, sénateur également, Sandrine Rousseau, députée, Corinne Vignon, députée également, qui est l'ancienne présidente du groupe d'études Conditions animales à l'Assemblée. Et normalement, on a Samantha Casbonne, sénatrice, et Michel Castellani, député, qui devrait nous rejoindre assez rapidement. Et donc, ça nous permet vraiment de balayer un petit peu le spectre politique et d'avoir des avis différents et complémentaires. Je vais laisser donc Éric Coquerel introduire cet événement. Ah oui, pardon, et on aura aussi une autre phase après avec des associations qui présenteront très brièvement un amendement qu'elles ont proposé. Et donc, vous, parlementaires, pourrez réagir aussi à ces propositions-là. Éric, à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite introduction rapide, comme ça les débatteurs pourront prendre un peu de temps. Bon, juste pour expliquer, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, le rapport entre le budget et la condition animale et dans quelle situation on se trouve. Alors déjà, notons une chose, c'est que l'instabilité politique que nous connaissons, elle a des conséquences directes sur la question de la condition animale. Je vous donne un exemple. On a normalement une publication d'un décret qu'on attend, qui sanctionne l'acquisition, la commercialisation et la reproduction des espèces non domestiques par les établissements itinérants. Vous aurez traduit ce que c'est les cirques. Le décret a finalement été déposé en avril 2025 et les 35 millions d'euros prévus par ce plan sont en retard. Donc en réalité, tout ça pour l'instant ne s'applique pas. C'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui prennent du retard, qui en réalité sont décidées mais non appliquées et qui traduisent la réalité concrète d'une politique. Bon, ça c'est un exemple. Mais plus globalement, on peut dire que dans les différents budgets qui nous sont proposés depuis quelques années, dont je rappelle qu'ils ne sont pas votés puisqu'on nous les impose par 49.3, la question de la condition animale et du vivant, le bilan est assez catastrophique. Bon. Alors, il est catastrophique parce que dans le projet annuel de performance du programme Sécurité et Qualité Sanitaire, qui est en annexe du projet de loi de finances 2025, aucune proposition gouvernementale
sur un objectif de baisse de la consommation de viande, ni sur l'objectif d'une amélioration des conditions de vie des animaux d'élevage n'a été considéré. On a considéré que le point de vue de l'éleveur et du rendement. Pourtant, on conviendra tous que ce qu'on appelle la condition animale doit nécessairement s'accompagner d'une bifurcation écologique et d'une révolution alimentaire. Bon, ça, c'est ce qu'il n'y a pas. Mais le pire est sans doute ce qu'il y a. Alors, ce qu'il y a, c'est des mesures qui, très sincèrement, montrent une régression sur la question à la fois de la condition animale, de la biodiversité, du vivant et de la question environnementale dans son ensemble. On voit une politique notamment en faveur du lobby de la pêche industrielle, de la chasse, des élevages intensifs qui se fait jour. Et un des exemples, évidemment, le scandale de la loi du plomb, qui a été un indicateur inquiétant, avec l'utilisation de pesticides reconnus pourtant comme premier facteur du déclin des oiseaux en Europe, même si le Conseil constitutionnel a heureusement empêché le pire de cette loi, mais qui reste d'actualité. Et puis enfin, il y a le projet de loi de finances. Alors, globalement, dans quelle situation on est sur la question environnementale et biodiversité ? Toutes les études aujourd'hui, un tant soit peu sérieuses, que ce soit celle du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, que ce soit celle de I4C qui travaille, estiment que d'ici 2030, il faut entre 37 et 50 milliards d'investissements publics, en plus, je dis bien publics, qui s'ajoutent à un investissement privé. La réalité des chiffres, c'est que l'an dernier, ça a été moins 2,5 milliards de budget sur l'écologie. C'est ça la réalité concrète. Et dans le projet de loi Bayrou, qui pour l'instant en tout cas reste dans les limbes, enfin, même si on sait qu'il y a un projet de loi qui a été finalisé à Bercy, mais ça je renvoie au sujet, ça ne s'améliore pas. Il y a continuellement une baisse des différents ministères qui œuvrent à une politique, on va dire, environnementale. Alors, cette baisse, elle s'illustre par exemple, puisque vous le savez, du côté notamment de la droite, on parle beaucoup d'attaquer aux opérateurs. Alors, ça a des incidences absolument directes sur la question de la biodiversité et du vivant, puisque par exemple, dans le projet de loi 2025, il était prévu une baisse des effectifs de l'Office national des forêts de 95 postes. On proposait de réduire par 2 les aides budgétaires à la filière forêt-bois par rapport à 2024. Et au total, on passerait d'un budget de 509 millions d'euros en 2024 à 228 millions d'euros en 2025. Sur cette question, par exemple, de l'ONF, qui ne voit pas un rapport entre la baisse du budget de l'ONF et les méga-feux, même si les méga-feux ont une origine liée au réchauffement, mais en tout cas dans la manière dont ils peuvent se développer dans des forêts pour atteindre le côté cataclysmique qu'on a vu dans l'Aude, j'allais dire, ne saisit pas la réalité des choses. Bon. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je suis très étonné, si je prends le méga-feu dans l'Aude, qu'on ait le bilan en termes matériels, bilan en termes humains, mais vous remarquerez qu'il n'y a aucun bilan en termes d'hécatombe des animaux qui ont disparu au moment de ces méga-feux. Bon, donc, baisse du budget de l'ONF. L'agence bio, on le sait, a été attaquée par le gouvernement où on parlait carrément de risque de disparition. Ça a été sauvé en commission mixte paritaire, mais n'empêche, 2/3 de son budget ont été baissés. Et puis, plus globalement, la Cour des comptes nous alerte sur l'incompatibilité des restrictions budgétaires avec le respect de la stratégie nationale de biodiversité. On sait que selon les données du ministère de la Transition écologique en 2023, 16% des espèces évaluées dans la liste rouge nationale sont éteintes ou menacées. En France hexagonale, entre 1989 et 2021, les populations d'oiseaux ont chuté de 33 à 36%, et toujours par rapport à cette stratégie nationale biodiversité, selon l'IGF, en novembre 2021, il y a une baisse de 1 milliard qui manque par rapport au budget précédent. Donc on a des conséquences budgétaires, que ce soit l'agence bio, que ce soit l'ONF, que ce soit l'agence biodiversité, qui montrent la manière dont on considère en réalité la question de la biodiversité, du vivant et de la condition animale dans ces différents budgets, c'est-à-dire dans une variable d'ajustement qui est complètement à l'envers de ce qu'il conviendrait de faire par rapport aux risques que nous connaissons. Bien, donc voilà les budgets qui ont été passés. Je vous le dis, dans le budget de François Bayrou, proposé par François Bayrou, notamment par rapport aux différents ministères liés à ces questions, les baisses étaient encore importantes, plus importantes que le budget Bayrou adopté par 49.3 en février dernier.
Donc, si je vous fais un bilan de la question budgétaire et de la condition animale, c'est 0 pointé. C'est même pas que c'est 0 pointé, c'est qu'on connaît une régression par rapport à ce qu'il faut faire. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais vous faire. Et je crois que c'est des constats qu'on peut, quelle que soit, j'allais dire, la tendance partisane auquel nous appartenons, difficilement contester. Voilà, c'est donc pour moi un bilan catastrophique. Merci. Merci beaucoup. Là, vous partez tout de suite ou vous voulez rester 10 minutes Je vais rester 10 minutes. Ouais, ok, si vous voulez. Non, ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. On va pouvoir commencer le débat. Alors, j'invite M. Castellani à nous rejoindre sur scène. Et donc, on a Mme Casbonne qui devrait arriver bientôt. Donc là, on a 30 minutes pour discuter entre nous avant que les associations puissent aussi vous présenter certains amendements qu'elles portent et que vous puissiez réagir. Bon, déjà pour commencer, je voulais. Alors peut-être que vous avez aussi une réaction à ce qui vient d'être dit. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ou. Oui. Je vous inviterai à faire passer les micros. Vous vouliez réagir, c'est ça ? Bonjour à tous, je suis Corinne Vignon, vice-présidente du groupe d'études sur le bien-être animal. J'étais anciennement j'étais la présidente pendant de 2022 à 2024. Alors, je rejoins M. Coquerel, puisque effectivement, la cause animale, puisque là c'est l'objet de notre réunion, la cause animale n'est pas un sujet, pas suffisamment un sujet à l'Assemblée. Effectivement, lorsqu'on a des difficultés, et vous connaissez la situation politique actuelle, donc lorsqu'on a déjà des difficultés à disons, se mettre d'accord sur un budget, il est clair que les animaux ne passent qu'à un rang très, très, très inférieur aux priorités budgétaires habituelles. Alors, moi, j'ai eu la chance qu'un de mes amendements soit passé dernièrement, c'était donc en 2024, un amendement qui octroyait 3 millions d'euros, et c'est peu, 3 millions d'euros, pour la stérilisation des chats errants. Ces 3 millions d'euros étaient à destination des associations, mais par l'intermédiaire des municipalités. La question n'était pas de donner directement l'argent aux associations, mais que les municipalités choisissent l'association la plus adéquate pour mener à bien cette mission. Alors, je suis très contente de cet amendement, parce qu'en fait, il y a eu 4 amendements qui sont passés, dont celui-là. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui, a priori, intéresse tout le monde, les chats errants, mais lorsqu'on est maire d'une petite commune, on est directement en prise avec ce genre de problématique. Je ne dis pas que les maires de grandes communes ne le soient pas, mais en réalité, c'est plutôt les maires des petites communes qui s'intéressent à ce genre de choses. Donc, régulièrement, moi, depuis que je suis à l'Assemblée depuis 2017, j'ai passé des amendements, des PPL, dont la proposition de loi sur les colliers coercitifs pour les chiens. Et malheureusement, il n'y a pas de suite, puisque ça ne passe pas au Sénat. C'est-à-dire que c'est voté à l'Assemblée et ça ne passe pas au Sénat. Donc moi, j'ai tendance à dire aux associations, enfin vous allez nous poser des questions, hein, je ne veux pas du tout mobiliser la parole, mais il y a une chose, il faut être très 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 conscient du manque d'intérêt en général par les gouvernements. Bon, ça reste un sujet annexe. Et donc, lorsqu'on va se battre dans les ministères, en tout cas, l'intérêt reste extrêmement relatif. Moi, je vous le dis, depuis 2017, je le vis tous les jours, parce que j'ai posé un maximum d'amendements, de questions écrites, sachant que la cause animale est quelque chose qui m'est particulièrement proche. Enfin, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et malheureusement, le résultat reste extrêmement déceptif par rapport aux efforts qui sont déployés. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues.
Pas si vous voulez, oui, tout à fait. Alors moi, je vais moduler un peu ce que tu viens de dire, parce que ce n'est pas que les animaux sont la priorité numéro 127 de priorité. C'est que nous sommes face à une bataille culturelle inverse, qui consiste à ne pas reconnaître la sentience animale, à ne pas reconnaître la condition animale et à ne pas faire d'avancée d'aucune sorte. Au contraire, on a même des lois qui ont dégradé de manière substantielle la condition animale, et notamment la loi du plomb, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. On a beaucoup évoqué l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde dangereux pour la santé et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ce que l'on a moins évoqué, c'est l'augmentation des élevages intensifs sans aucune espèce d'autorisation et donc sans aucun suivi de ces élevages. Donc on est face à un mur qui est une incapacité à entendre véritablement le changement culturel à l'œuvre dans la société de rapport aux animaux et une forme de surdité totale, voire une opposition farouche au fait de reconnaître les animaux comme étant des êtres sentients. Donc, dans les débats budgétaires, et j'imagine qu'on y reviendra, on a réussi les uns les autres à passer ici un petit amendement où des fois, on en a passé un en commission, puis il a été rejeté en hémicycle. Des fois, on a réussi à en passer un comme ça, au hasard de la discussion, parce qu'il n'y avait plus que 12 personnes dans l'hémicycle, on a réussi à passer un amendement, mais tous les amendements ont été rejetés en 49.3, sauf le tien. Mais il n'y a pas un budget aujourd'hui qui a été voté à l'Assemblée nationale, tous sont passés en 49.3, et dans les 49.3, tous les amendements sur les animaux ont été absolument et systématiquement balayés. Donc je veux dire, ce n'est pas juste une question de priorité, c'est une question véritablement de ne pas vouloir entrer sur ce champ-là politiquement. Merci Sandrine. Alors, je suis Guy Bénard, je suis sénateur écologiste des Bouches-du-Rhône. Tout ce qui a été dit à la fois sur l'aspect de prise en compte dans les budgets de l'État des animaux, et Éric Coquerel l'a très bien dit, avec des chiffres qui sont parlants, c'est pas peine d'épiloguer là-dessus, et ce sera pas mieux cette année de toute façon. Et nos deux collègues députés ont montré à quel point c'était compliqué, parce qu'il y avait cette absence de culture, malgré les différentes délégations qui existent, dans celle où vous étiez vice-présidente, celle d'Arnaud Bazin et président au Sénat. On a énormément de mal à faire passer un certain nombre d'éléments, y compris quand il s'agit d'ailleurs au-delà du budget. Alors sur le budget, juste un petit point, c'est anecdotique, mais j'ai déposé un amendement l'année dernière, puisque vous parliez de la stérilisation des chats au Sénat, qui consistait à donner un avantage, à inciter les gens par un avantage fiscal à faire stériliser les chats par les associations agréées, etc. Il n'a pas été voté, bien entendu. Et puis, de toute façon, écoute, c'est une charge pour l'État, donc sauf si le gouvernement le reprend ou nous met ou lève un gage, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire permet de financer. En fait, on n'arrivera pas à le faire voter. C'était juste anecdotique, puisqu'on parlait de la stérilisation des chats. Les questions écrites ou les questions orales, on en pose chacun plusieurs par an sur des tas de sujets. Je parlerai tout à l'heure un peu plus de cela. Et puis on dépose aussi des textes de loi. Dans la réalité, pour ne parler que de mon groupe au Sénat en 4 ans, on a quand même déposé un texte de loi sur la corrida, on a déposé un texte de loi sur l'élevage éthique, et on a déposé un texte de loi où il y avait une grande partie qui concernait la pêche industrielle sur la protection des océans. Malheureusement, nous n'arrivons pas, même sur des textes de loi sur... alors on va passer l'élevage éthique, il y a d'autres considérations, on l'a vu, mais bon, si on prend celui sur les corridas, malgré l'énorme majorité des Français qui n'en veulent pas, en fait, on ne fait pas passer ce texte. Il n'y a pas de culture sénatoriale des gens ou des politiques qui sont là suffisantes. Et il y a par contre un poids, il faut le dire aussi à chaque fois, n'oublions pas que derrière tout ça, il y a aussi un poids économique, financier important d'un certain nombre de gens qui font du lobbying. Quand il s'agit de l'élevage industriel, on sait très bien qui c'est, hein, de l'élevage éthique. Quand il s'agit des corridas aussi, on se retrouve devant une levée de boucliers d'un certain nombre d'élus représentant soi-disant des intérêts traditionnels et culturels qui sont pour la plupart du temps que des intérêts économiques et qui viennent s'opposer en fait à un certain nombre d'avancées sur ces sujets-là. Donc ce n'est pas que la culture, on n'a pas l'élément culturel avec nous, mais en plus de cela, on a quand même face à nous des gens qui font en sorte de ne pas arriver, qu'on n'arrive pas à avancer sur un certain nombre de points.
On a Samantha Casbonne, donc sénatrice qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Arnaud Bazin, donc sénateur du Val d'Oise, membre de la commission des finances, c'est pas tout à fait étranger au sujet d'aujourd'hui, et président de la section d'études animales et sociétés au Sénat. Juste une précision pour compléter ce que disait Guy Benaroche. La proposition de loi que nous avions co-signée avec Samantha Casbonne sur la corrida proposait même pas de l'interdire. Il s'agissait seulement de l'interdire aux moins de 16 ans. Et même ça, on s'est fait ramasser dans les conditions que tu as parfaitement décrites. Bon, ça c'était juste pour une petite précision. Il me semble que la question d'aujourd'hui se pose en ces termes. Est-ce que le PLF est un bon véhicule pour la cause animale? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce qui peut être un véhicule? Alors moi, je suis très pragmatique, je ne suis pas du tout un juriste, je suis scientifique de formation, élu local historiquement, et j'aime bien les actions qui débouchent sur quelque chose. Parler pendant 2 minutes plusieurs fois sur des amendements qui n'ont aucune chance de déboucher, c'est pas trop ma tasse de thé, même si je sais qu'il faut faire vivre certains sujets. Alors, de façon très pragmatique, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget, et quand on en aura un, on ne sait pas dans quelles conditions on va l'examiner. C'est déjà plutôt au pas de course, mais là, ça va être très compliqué. Donc pour cette année, je vous donne un peu la couleur de l'affaire. Ensuite, moi, je suis dans le groupe majoritaire Les Républicains au Sénat. Je sais ce que va me demander le rapporteur général. Il va me demander la plus grande modération sur les amendements, parce qu'habituellement, avec notre grande modération, il y en a 3000. Et ce n'est pas étranger à la qualité et la quantité. Quand vous n'avez pas de temps et que les choses sont vues par-dessus la jambe, quand le ministre n'est même pas au courant du sujet de votre amendement, parce que dans sa réponse, vous comprenez qu'il n'a rien capté sur l'affaire, ce n'est pas sa faute. Il y a 3000 amendements sur tous les sujets, même si eux, ils sont sur une thématique particulière, qu'ils ont des collaborateurs, c'est quand même pas toujours évident, surtout qu'on a des sujets, et ça c'est une caractéristique des questions animales, souvent beaucoup plus techniques qu'il n'y paraît. Quand on commence à creuser, c'est un mikado, et il y a des choses qui peuvent tomber dans le mauvais sens. Donc là-dessus, grande prudence. Donc comment est-ce qu'on va faire avec une demande de modération, pas de temps, demande de modération qui ne sera pas suivie par tout le monde? Je ne suis pas naïf, je sais que, de ce point de vue, on a du mal à convaincre, donc c'est franchement sous des auspices difficiles que ça va s'annoncer cette année. Alors, est-ce que c'est, dans l'absolu, supposons qu'il n'y ait pas de 49.3, qu'on soit dans un monde un peu plus, disons, conforme à ce qu'on connaissait antérieurement, qu'il y ait une discussion budgétaire, que les choses se passent normalement et qu'on arrive à déposer des amendements qui ne soient pas rejetés. Quand on va les défendre d'abord, on a 2 minutes et parfois 1h30 du matin, et on est 15. Ça peut passer, comme ça a été parfaitement dit tout à l'heure, sur un malentendu, ou en tout cas sur un nombre de présents. Mais si vous n'avez pas, de par la volonté du ministre, une force pour vous porter le sujet jusqu'au bout, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans un amendement? On inscrit des crédits sur une ligne, une autorisation à dépenser. Mais si l'administration ne veut pas s'en saisir, qu'elle ne dépense rien, vous trouverez en plus, de toute façon, quand vous allez lui écrire, toutes les bonnes raisons pour vous expliquer pourquoi ils n'ont pas pu faire, parce que ça, on est champion dans ce pays pour trouver des raisons pour ne pas faire, et bien on n'a pas fait grand-chose. Donc, il se trouve que j'ai dû, il y a 2 ans, en faire passer un sur l'extension à mes confrères vétérinaires, désolé pour le conflit d'intérêts, d'un fonds qui permettait d'indemniser les victimes des traitements insecticides sur les animaux, notamment dans l'élevage, c'est là que le sujet se posait. J'ai écrit à la ministre pour savoir ce qu'il en avait été fait. À ma connaissance, aujourd'hui, rien. Voilà, donc ça pose question quand même. Quelle est la valeur de ce qu'on fait, des actes juridiques que nous posons? Et puis, j'en avais posé l'année dernière 2 autres qui me paraissaient de bon sens, notamment un sur la création des fonds pour créer une plateforme interactive sur l'expérimentation animale, pour qu'on y déclare tout ce qu'on fait, et y compris les expériences qui sont négatives dans leurs résultats pour éviter que d'autres les recommencent. Et c'est à ça que je faisais allusion. Le ministre m'a répondu complètement à côté. Il n'avait pas regardé ce dont il s'agissait réellement. Voilà, donc ces limites-là, moi je pense qu'il faut qu'on continue à témoigner malgré tout sur certains sujets. On ne peut pas en prendre 50 pour les raisons que je vous ai expliquées, mais qu'on continue au moins à faire vivre certains sujets en exprimant bien des priorités. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le PLF. Oui, merci. Je m'appelle Michel Castellani, je suis le député de Bastia, en Corse. Le moins que l'on puisse dire, je fais partie de la commission des finances, d'ailleurs, Éric Coquerel, ici présent, est mon président depuis pas mal d'années.
Le moins qu'on puisse dire, et Eric l'a dit tout à l'heure, me semble-t-il, c'est que la question animale n'est pas une priorité. Elle n'est pas une priorité budgétaire, c'est évident. Elle n'est pas une priorité en général. C'est une question politique. Je dirais même que quand on a l'occasion d'aborder ce type de questions, on a droit à des sourires, voilà, à des réactions de gens qui sont voilà, qui vous regardent comme si vous étiez un peu à côté de la plaque, un peu simplet, quoi. Bon. La question animale, pourtant, c'est un révélateur. C'est un révélateur de relations que l'on peut avoir avec la nature, par définition, mais avec les autres aussi. On peut poser une question, est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour les personnes qui nous entourent et en même temps n'en avoir aucune pour les animaux? Est-ce que c'est possible? Non. C'est moi qui réponds. Ça veut dire que quand on a du mépris, que l'on considère, ce qui est largement répandu d'ailleurs, un animal comme un instrument neutre, est-il possible d'avoir une réelle solidarité envers les autres êtres humains? J'en sais rien. Personnellement, je ne crois pas. Donc tout ça, c'est une question compliquée. Maintenant, on a toujours de bonnes raisons aussi pour ne pas vous rentrer dans votre jeu. Quand vous proposez un amendement, par exemple, pour pénaliser les élevages de poules pondeuses en cage, par exemple, on vous répondra systématiquement que c'est une façon de rendre les œufs moins onéreux et d'aider les gens modestes. Et que donc, si on retourne l'argument, le fait d'améliorer le sort des poules pondeuses, c'est le fait de dégrader les conditions de vie des gens modestes. Il y a toujours une façon d'aborder les choses de façon tordue. Idem, on a eu des débats à l'infini dernièrement à l'Assemblée nationale sur l'utilisation des insecticides. Voilà. Et donc, les insecticides, là aussi, vous avez vu la réaction du monde agricole. Bon, les abeilles, c'est bien, c'est sympathique, mais le rendement financier de l'agriculture passe avant. Passe avant, du moins dans les choix politiques qui ont été opérés. Voilà. Après, vous posez, ça m'est arrivé par exemple, une question écrite sur la pêche au vif. C'est une question parmi d'autres. Regardez la réponse qui m'a été faite, puisque bon, constitutionnellement, on doit vous répondre. Si vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce qui m'a été répondu, c'est que vous êtes dans le upper class intellectuelle. Je veux dire, on vous répond, quoi. Voilà, c'est des phrases qui se suivent, qui n'ont pas de sens autre que de dire, voilà, il y a la pêche au vif, très bien, il y a la pêche au vif, point. C'est ça la réponse. Donc, en fait, vous voyez que chaque fois, vous avez l'horizon qui recule, plus vous avancez. Bon, donc l'idée, c'est peut-être de se battre, c'est peut-être d'avoir une prise de conscience nous-mêmes, d'être peut-être plus courageux dans nos prises de position. Je parle pour moi, naturellement. Voilà, moi, je suis je suis député de Bastia. J'ai également une maison dans le Cap Corse, à 20 km de Bastia. Je peux vous garantir que c'est le Vietnam. Ça tire, vous entendez des coups de fusil du 1er janvier au 31 décembre. Je me demande comment il peut encore y avoir des animaux, comment il peut encore y avoir des sangliers. Un de mes deux garçons m'a ramené l'autre jour un petit marcassin à la maison. Il venait de tuer la mère. Et ce malheureux était lâché. Il devait mourir, quoi. Il devait mourir. C'était un petit animal qui tremblait. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'avez même pas le droit légalement de le garder, d'ailleurs. Et si vous le gardez, vous pouvez avoir les gendarmes. Bon, en Corse, on n'en est pas là, évidemment. Hein. Mais je veux dire, c'est une possibilité, quoi.
Donc, c'est pour vous dire que, voilà, la question se pose, c'est une question parmi d'autres, mais c'est une question importante, en ce sens qu'elle est révélatrice, je dirais, des relations à la nature, bien sûr, mais à la relation aux autres. Quel rôle avons-nous sur cette terre, nous qui sommes ici par le hasard de la vie, à un moment donné, dans un endroit précis dans l'univers, on ne sait même pas trop ce qu'on fait ici. Quelle relation peut-on avoir avec notre environnement au sens large? Pour moi, c'est ça, les relations qu'on peut avoir avec les animaux. Cela dit, moi, mon meilleur ami, c'est ma chienne. Hein. C'est peut-être difficile à soutenir, mais c'est comme ça. Ma chienne, quand elle voit que je prends la valise avec les roues, elle est désespérée. Il faut voir la réaction. Déjà, je ne suis pas très heureux de quitter la Corse pour prendre l'avion tous les lundis, mais quand je vois la réaction de ma chienne, c'est encore pire, parce qu'elle est vraiment désespérée de me voir partir. Je dis ça parce que vous le savez tous ici, évidemment, mais c'est qu'il y a une relation fusionnelle avec certains animaux. L'animal, il vit à travers vous, après. Quand je pense qu'il y a des gens qui lient leur chien derrière pour le faire crever, quand ils ne peuvent plus aller à la chasse ou rien, c'est abominable comme réaction. Abominable. Ou alors qu'ils les achèvent d'une balle quand ils ne sont plus en état de... Bon, c'est pour vous dire que bon, c'est révélateur aussi de la nature humaine. Excusez-moi si j'étais un peu long. On était sur une introduction un petit peu du sujet. Je vais essayer d'être rapide. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était justement avant qu'on défende avec Arnaud Bazin la PPL, l'interdiction aux mineurs sur les corridas. Bon, vous avez malheureusement vu que c'était un échec. Moi, c'est mon premier lorsque j'ai déposé une PPL, et c'est pas faute avec vous de nous être battus comme des beaux diables au sein même de nos groupes politiques. Hein, il faut quand même se le dire, parce que faire inscrire une niche sur cette PPL-là au Sénat, je pense qu'on n'y croyait pas jusqu'au moment où voilà, on l'a vu écrite. Donc tout ça pour dire que c'est un combat que nous menons. Je pense que tous ici, cela nous lie. Mais il y a deux autres combats qu'on a perdus, et vous et nous. C'est celui à l'intérieur même de nos groupes politiques. Peut-être, par contre, je rends hommage quand même au Sénat, aux représentants écologistes qui ont, d'un seul homme, si je puis me permettre, tous voté. Et en ça, je leur dis bravo et merci. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, quand je dis nous et quand je dis vous, c'est que quand on a face à nous des lobbies, quel que soit le politique que nous soyons, ces lobbies savent se trouver sur des sujets. D'accord ? On parle de la chasse, on parle de la corrida. Moi, je suis allée jusqu'à suivre Public Sénat à Nîmes, voilà, et on m'a mis face à un torero. Alors, moi, je vis en Espagne. Je peux vous dire que je souffre chaque été, et en plus, on m'a infligé Nîmes pour montrer que j'étais de bonne composition et que j'étais ouverte à discuter, parce que sinon on me caricature, même dans mon groupe politique, en me disant « bon, toi, on sait où on te range ». Donc en gros, on me décrédibilise assez facilement sur ces sujets-là, en me considérant excessive. Donc pourquoi est-ce que je considère que, de part et d'autre, nous devons progresser ? D'abord, et d'une, en matière de lobbying, au sein même de nos groupes politiques, parce que je me souviens avec Arnaud, on a fait co-signer un maximum de nos collègues parlementaires. Et moi, plus la PPL avançait, plus que je croisais des collègues dans les couloirs du Sénat qui me disaient « bon, alors pardon, hein, Samantha, désolé », et encore quand ils avaient le courage de venir me le dire, mais on ne va pas co-signer. Hein. Finalement, on va se retirer. On en a eu combien qui se sont retirés jusqu'au dernier moment ? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient subi des pressions. On ne va pas se mentir. Des pressions de qui ? De leurs collègues, des territoires concernés. Et ça, communistes, socialistes, alors bon, j'exclus les Verts, voilà, tout le monde sauf les écolos. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, au sein de nos propres groupes politiques, c'est un sujet qui est pris de manière assez relative, pour ne pas dire souvent caricaturale, et qu'ils y voient des électeurs. Des électeurs, j'ai envie de dire, c'est aussi vous, quelque part. Et quand je dis cela, ça veut dire que tant que nous n'aurons pas résolu, et je remercie CAP d'ailleurs d'œuvrer en ce sens, tant que vous n'aurez pas une force lobbyistique suffisamment forte pour considérer que le politique doit impérativement légiférer et donc
qu'on inverse la tendance, c'est-à-dire que les lobbies d'opposition sont toujours plus puissants que ceux qui veulent faire avancer la cause. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque moi, ma PPL, enfin notre PPL, c'était 80% en notre faveur. Quand j'entends la réforme des retraites, pour ne pas prendre un sujet d'actualité du moment, je veux dire, on se sert de ce sondage pour dire que la France est contre. Par contre, 80%, il n'y a aucun sénateur, aucun député qui le voyait comme une obligation de légiférer. Il y a quand même quelque chose où moi je me dis, ça ne va pas. Enfin, on a un problème démocratique. Et pourtant, ça ne marche pas. Non, mais dans les deux cas, si je puis me permettre. Donc, ceci dit, moi, je n'ai pas de problème avec la démocratie. Mais il faut entendre ce qu'on a à nous dire. Ou alors, on fait face à des lobbies. Et si ce sont des lobbies, à ce moment-là, il faut trouver des moyens de les contrecarrer. Et c'est là où nous bloquons. Ce n'est pas une histoire de PLF, parce que je pense que le PLF, demain, il pourra nous donner raison si on a le poids suffisant pour nous faire entendre. Et ma question, et c'est ça qu'on n'arrive pas à résoudre tous ensemble. Moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je milite dans la protection animale. Je veux dire, j'en ai fait des stands, j'en ai fait partout contre la vivisection, contre tout. Mais je vois bien que même en tant que politique, je patine. Je patine parce qu'à chaque fois, je me retrouve face à des lobbies qui sont plus puissants et organisés. Il y a besoin que même pas d'1 million de chasseurs pour nous dire que jamais on touchera à la chasse. Je veux dire, il y a combien de millions de Français qui sont opposés? Et c'est pareil pour la corrida. C'est pareil. Donc, il faut qu'on arrive. Et moi, je pense que le rendez-vous présidentiel qui s'annonce, quels que soient les candidats que vous défendrez, doivent avoir une ligne très claire dans leur programme et leur mettre la pression partout de manière lobbystique. Mais ça, vous le faites, je veux dire. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution que ça. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, même de manière transpartisane. Je crois que là, vous avez l'échiquier politique, quelque part, qui est là, et on arrive à se parler sur ce sujet-là, mais on n'arrive pas à le faire avancer parce que dans nos propres camps, on a du mal à persuader. Et même chez les Verts à l'Assemblée, je connais certains collègues et je sais très bien qu'ils sont opposés à cette PPL. Ils vont peut-être signer parce qu'ils auront peut-être un certain nombre de pressions, mais n'empêche que ça existe aussi. Donc, moi, j'arrive à me dire, en conclusion, que, en gros, j'ai envie de dire, on est mal organisé. Voilà. Donc, comment on s'organise mieux ? En tout cas, on œuvre ça avec nos moyens. Alors là, on a dessiné une image un peu sombre de ces sujets-là. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est pour les associations qui sont ici présentes et qui se donnent du mal, qui produisent des amendements, etc. Alors, deux choses. C'est déjà, au-delà de ce PLF-là et de ce qui peut se passer dans les prochains jours, semaines, voilà, de manière générale, que ce soit pour les années à venir, etc., quels sont les sujets qui vous paraissent les plus porteurs dans le cadre du PLF? Quels sont les sujets sur lesquels vous pensez qu'on peut obtenir des financements? Et aussi, est-ce que vous pensez, même là, même cette année, au-delà de est-ce que ces amendements passeront ou pas, est-ce que c'est utile de produire des amendements, de faire déposer des amendements, ne serait-ce que pour obtenir un début de changement culturel au sein de la sphère politique, pour que les politiques, finalement, s'habituent à ce que la condition animale ait sa place dans tous les textes, y compris les textes généraux de ce type. Voilà. Et je vais vous demander, du coup, si vous pouvez faire des réponses un peu succinctes. Est-ce que moi, comme ça, je redonne tout de suite le micro. Moi, je vais déposer une PPL fin de l'achat de viande chevaline. Pardon, je le dis ainsi parce que la terminologie reste encore à définir de la PPL. Oui, dans le PLF, on va besoin d'accompagner parce qu'il y a des reconversions aussi. Pareil, on l'avait fait lorsque on a demandé l'arrêt des animaux sauvages dans les cirques. Les circassiens se sont mobilisés pour nous expliquer qu'on allait créer des chômeurs. Donc il faut accompagner, là aussi, ce changement. Donc là, oui, ce sont des lignes avec une PPL que chacun d'entre nous, d'ailleurs, peut déposer chacun à son niveau et l'accompagner à ce moment-là de moyens. Moi, je pense que comme ça, on peut peut-être faire avancer quelques sujets. Et c'est peut-être le moment. Oui, alors il y a plein d'angles dans le PLFSS qui peuvent être pris. Moi, l'année dernière, j'avais déposé des amendements parce qu'il y a ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'augmenter d'1 euro les charges de l'État.
dans tous les amendements que l'on fait au PLF, donc au projet de loi de finances, qui est quand même lunaire en fait, parce que vous travaillez le budget de l'État et vous n'avez pas le droit d'augmenter d'1 € la charge. Donc vous imaginez combien ça limite notre capacité à véritablement faire passer les amendements. Moi j'avais conditionné pas mal d'amendements sur la condition animale au fait d'augmenter la TVA sur les cartouches de chasse, pour faire en sorte qu'il y ait le principe pollueur-payeur, puisque ça fait partie des problèmes, la diffusion du plomb. Et donc, c'était d'ailleurs sur la demande, enfin, c'était sur l'inspiration d'une de vos associations, je ne sais plus laquelle, et pardon pour elle. Mais Animal Cross, Kalemba. voilà, mais en fait, ça, c'était une manière. Donc, l'idée, ce serait de faire basculer les charges vers ceux qui se comportent mal et de donner de l'argent à ceux qui se comportent bien. Donc, pour ça, on avait quand même porté des choses et on continuera à les porter. C'est-à-dire l'exonération de TVA pour les soins vétérinaires des associations qui recueillent des animaux abandonnés. Aujourd'hui, les associations qui recueillent des animaux abandonnés payent la TVA à 20%, ce qui est quand même incroyable. Donc ça avait été accepté en commission et ça a été rejeté en hémicycle, mais ça avait quand même été accepté. Donc je veux dire, on peut aussi imaginer que l'année prochaine, surtout s'il y a une dissolution, on peut aussi imaginer qu'on gagne en fait, si on est tous ensemble. Oui, enfin je le repose parce qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est-à-dire que si on se mobilise tous et tous, il est possible aussi que la condition animale progresse à l'Assemblée. On avait aussi porté des financements sur les refuges d'animaux marins, d'animaux qui étaient dans les centres aquatiques, dans les delphinariums, etc. Et on avait porté l'idée qu'il fallait en prendre soin dans des baies, c'est-à-dire les sortir des delphinariums et les mettre dans des baies protégées. Ça aussi, c'était passé en commission et en fait, ça a été rejeté après. Mais quand même, et ma commission, c'est la commission des affaires sociales. C'était pas si simple que ça. Après, on est allé en commission des finances. C'était passé en commission des finances. Bon, je vois que je suis déjà trop longue, donc je vais pas. Ah bon, d'accord. Donc, on avait aussi porté un amendement sur la fin de la baisse de la TVA dans l'entrée des zoos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations qui recueillent les animaux mal en point ou abandonnés ont un taux de TVA normal. Par contre, quand vous entrez aux zoos, vous avez un taux de TVA réduit. Bon, ça, on l'avait aussi porté. C'était aussi un des amendements que vous nous aviez inspiré. Donc, en fait, la question, c'est comment on mène la bataille culturelle dans le PLF et comment on fait en sorte que les exonérations aillent sur les choses qui servent le bien commun et la protection animale et un changement de rapport des humains aux animaux, et comment on fait en sorte que tout ce qui détruit la condition animale soit surtaxé. Et en fait, on dit taxer les riches, mais on pourrait dire taxer les pollueurs, taxer les exploiteurs d'animaux de la même manière. Et c'est ça la bataille culturelle qu'il va nous falloir mener dans le prochain PLF, si un jour on a un PLF. Merci Sandrine. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui est dit sur la bataille en PLF. Alors bien sûr, on travaille beaucoup, nous aussi, avec des propositions d'amendements qui nous sont données ou qui nous sont fournies, ou après avoir auditionné tout un tas d'associations qui sont investies dans ce champ, qu'on reçoit régulièrement, qu'on essaye de recevoir en groupe, et de telle façon à pouvoir arriver à essayer de dessiner certains amendements qui puissent être acceptés financièrement et qui puissent éventuellement être votés. Mais ça, aujourd'hui, le vote de ces amendements, il n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas structuré, fait pas l'objet d'une stratégie pensée vis-à-vis des lobbies ou autres. Non, c'est plutôt des amendements qu'on va déposer les uns et les autres et qui vont être, des fois ce sont les mêmes d'ailleurs, et qui sont ensuite, qui peuvent être votés en fonction de la présence ou pas d'un certain nombre de sénateurs pour le Sénat en séance. Excusez-moi. Mais au-delà des amendements PLF, qui sont des amendements qui peuvent être incitatifs ou pénalisants, selon qu'il s'agit de taxes ou de taux de TVA réduits ou augmentés, si on veut essayer de combattre un certain nombre de pratiques et d'en faciliter d'autres, il y a aussi tout le reste de l'action tout au long de l'année, qui n'est pas forcément une action financière, qui joue un rôle aussi sur l'appréhension qu'on peut avoir des animaux et de la souffrance animale. Et on parlait de la chasse, mais vous voyez, la chasse, d'accord, il y a eu un rapport du Sénat sur la chasse qui était
plutôt bien fait, qui avait un certain nombre de préconisations qui allaient dans le bon sens, qui n'ont pas été appliquées puisqu'elles n'ont pas débouché sur un texte de loi. Mais aujourd'hui, il faut voir aussi sur le terrain ce qui se passe. Je prends les Bouches-du-Rhône. J'étais alerté, par exemple, dans mon département, par le fait que l'inspection d'académie avait décidé d'interdire à tous les établissements scolaires les sorties scolaires, les jours de chasse. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le problème, vous voyez à quel point on est quand même avancé dans l'acculturation à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on ne prend pas le problème en disant attention, la chasse, ça peut être dangereux parce qu'il y a des gosses qui ont besoin de sortir dans la nature pour tout un tas de choses, pour apprendre ce qu'est un animal, la biodiversité, etc. Et donc, en fait, on va adapter les règles de chasse au fait qu'il ne faut pas gérer des sorties scolaires, mais on fait l'inverse dans mon département. Le préfet prend un arrêté en disant à l'inspecteur d'académie, enfin l'inspecteur d'académie en l'occurrence, ce n'est pas le préfet, décide d'interdire et prévient les chefs d'établissement qu'ils ne pourront plus faire de sorties scolaires pendant tel jour de l'année. C'est un exemple. Donc c'est là où on a aussi un rôle qui est celui d'interpeller les représentants de l'État ou les représentants des administrations de l'État partout où ils sont. Et ça, il faut qu'on le fasse régulièrement. On le fait essentiellement, non seulement en allant voir le préfet ou en interpellant les ministres, mais en posant des questions écrites, comme on l'a dit tout à l'heure, pour lesquelles on est censé obtenir des réponses, tu l'as dit Michel, mais qui n'arrivent pas toujours, puisque même si c'est obligatoire, moi j'ai des questions au gouvernement qui ont été posées il y a 4 ans, reposées, parce qu'on est obligé de les reposer chaque année, et malgré les obligations légales, j'ai certaines questions quand j'avais une réponse. Tout ça pour dire que l'arsenal qui peut être offert à chacun d'entre nous pour essayer de faire avancer ces causes-là ne se limite pas au PLF. Le PLF, il faut essayer de s'en servir quand il est là. Je suis persuadé que cette année, ça ne va pas être évident. Mais l'action doit être plus complète. Et la dernière, je terminerai là, après je ne parlerai plus. La dernière que j'ai menée dans ce cadre-là, c'est... Parlez aussi dans le micro qu'on vous entend. Oui, c'est celle que j'ai menée dans une petite ville des Bouches-du-Rhône qui s'appelle Rousset, où se trouvent un des 2 centres de primatologie français. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Rousset. Et où en fait on a appris, y compris le maire d'ailleurs de Rousset, que le CNRS qui est installé là, sur la commune de Rousset, et l'État avait décidé d'un budget de 38 millions d'euros pour étendre ce centre de primatologie à un plus grand nombre d'animaux, alors qu'on connaît en même temps toutes les directives européennes qui vont dans le sens, y compris applicables en France, qui vont dans le sens d'une diminution de l'expérimentation animale. Et donc là, quand on se trouve devant ces cas-là, il faut faire feu de tout bois, il faut bien entendu interroger le préfet, le CNRS, le ministère, mais aussi aller sur le terrain, au centre de primatologie, le visiter et informer les médias et manifester éventuellement avec des gens pour... Je ne dis même pas pour dire on est contre, mais au moins pour dire, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui on va dépenser 38 millions sur la recherche animale ou sur l'expérimentation animale, alors qu'on ne dépense pas la même chose sur l'expérimentation non animale qui est le sujet présent et d'avenir. Merci, mais je vais reprendre le sujet pour terminer. J'ai 3 mots à vous dire très rapidement pour rattraper un peu de temps. Un complément sur ce que je pense du PLF comme outil pour la cause qui nous concerne tous. Et puis ce que je préconise autrement, puisque ça me paraît quand même un outil assez limité malheureusement. Et puis enfin, je vous dirais, malgré tout dans le PLF, par quels angles on peut éventuellement y aller. Compléter le tableau quand même, sans vous abreuver de chiffres, j'en donnerai qu'un. On est dans une situation financière aussi particulièrement dégradée. Ça, quand même, dans les médias, ça percole un peu, même si l'ensemble des Français n'en ont pas encore palpé vraiment la teneur. Je dirais simplement que pour 300 milliards de recettes nettes de l'État, dans les 2 ans qui viennent, 100 milliards partiront en intérêts. Voilà, ça vous donne un peu nos marges de manœuvre. Aujourd'hui, on a 63 milliards pour le budget de cette année, et dans 2 ans, on sera à 100 milliards, simplement par l'évolution des taux d'intérêt. Sans parler de l'effet boule de neige avec la dette qui augmente en volume, etc. Donc on est quand même dans ce contexte-là, et on ne peut pas s'en abstraire, même si ça n'excuse rien par ailleurs sur tout ce qui a été dénoncé tout à l'heure. Deuxièmement, qu'est-ce que je préconise ? Alors, je me permets juste une aparté, c'est qu'on a aussi des amendements qui proposent des rentrées d'argent. Alors, la foire aux taxes, je vous le dis tout de suite, la foire aux taxes et aux impôts, ça va être très compliqué. Surtout que sur les taux de TVA, il ne suffit pas de vouloir. On a une réglementation européenne, on ne doit pas dévier du taux normal, sauf dans certaines conditions. Il y a eu une petite ouverture il y a 2 ans, elle a été vite comblée par tous ceux qui attendaient ces éléments-là.
Donc sur la TVA, doucement aussi, hein, prudence. C'est des éléments techniques. Moi, je pense, d'abord, je ne vous ai pas appris grand-chose en vous disant que quand on ne s'inscrit pas dans une majorité présidentielle gouvernementale, c'est compliqué de faire avancer ses affaires. C'est mon cas depuis 2017. Ensuite, un ministre de plein exercice de la protection animale ou de la cause animale, ce que vous voudrez, je n'y crois pas parce qu'il sera complètement étouffé par tous les autres ministères qui ont chacun des intérêts. Il y en a au moins 4 ou 5. En revanche, sur un engagement précis d'une éventuelle ou d'un éventuel président de la République, un délégué interministériel dépendant directement du Premier ministre, pour faire avancer à travers tous les ministères de façon transversale le sujet, ça c'est la façon opérationnelle de s'y prendre. Maintenant, je ne développerai pas davantage. Et mon troisième point, c'est comment est-ce qu'on peut faire dans ce contexte financier plus qu'horrible que nous vivons en ce moment pour faire avancer des choses. Je pense qu'il faut miser sur ce qui va dans le sens aussi de la création de ressources et de développement économique. En particulier, il y a un sujet stratégique, et là je reviens à ce que disait Guy Benaroche à l'instant, sur les méthodes non animales pour l'expérimentation. Ça se développe à toute vitesse. C'est bien plus prouvé scientifiquement maintenant pour la fiabilité des résultats que des méthodes animales complètement déconnectées, puisque les organismes sont différents entre une souris et un homme, ça, chacun peut le comprendre. Et là, il y a du développement économique, de la création de valeur à faire valoir. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de favoriser ça à travers des éléments notamment budgétaires, je pense, et ça sera peut-être valable pour d'autres sujets, en tout cas, si on prétend amener un peu de dépenses, il faut en face mettre beaucoup de ressources, sinon on aura beaucoup de mal à convaincre. Est-ce que M. Castellani, Mme Vignon voulait... Oui. Et après, j'aurais une autre question et je pourrais vous faire commencer en premier, sauf si vous voulez intervenir là-dessus. Ouais. Oui, je rejoins mon collègue Bazin. Moi, j'ai un amendement qui est passé l'année dernière sur le FC3R. Alors, il n'a pas été accepté. Mais il est clair que les organoïdes sont demain la solution pour éviter en grande partie les 1,9 million d'animaux qui sont utilisés dans l'expérimentation animale. Pour avoir visité à peu près tous les centres du CNRS concernant les expérimentations qui vont des chiens, enfin Amésie, des animaux, enfin des singes à Marseille, des poissons à Saclay, des oiseaux à Saclay, etc. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas complètement s'en passer, mais il y a vraiment des moyens. Et moi, j'avais fait un amendement de 2 millions, puisque l'FC3R a aujourd'hui 3 millions de budget, et n'a pas suffisamment, il leur manque une paire de millions, et malheureusement, ça n'a pas été entendu, mais je te rejoins. Là, il y a une ouverture. Je pense une possibilité de faire passer des amendements. Je pense que ça peut passer, oui. Est-ce que vous pensez, faute de pouvoir facilement, et encore c'est un euphémisme, obtenir plus de financement, que de conditionner les aides à certaines pratiques peut être aussi une stratégie pour les associations? Et peut-être, M. Castellani, je peux vous laisser commencer si vous souhaitez répondre à ça. Non ? D'accord. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Juste apporter une réponse qui ne touche pas spécialement ce sujet, mais c'est pour, on va dire que je valorise l'action du Sénat tout le temps. Oui, c'est vrai. Le Sénat dernièrement a sorti un rapport sur les aides qui étaient données. C'est un autre sujet, mais je vais vous dire pourquoi ça le rejoint. Sur les aides qui étaient données aux entreprises depuis 5 ans, je crois, diverses et variées par l'État, pour arriver ne serait-ce qu'à les chiffrer, puisque le ministère ne sait pas les chiffrer. Voilà. C'est pareil pour les aides qui peuvent être données aussi à des particuliers, à des entreprises, dans le domaine qui nous préoccupe particulièrement. Et ce dont on s'est rendu compte, dont le Sénat, dans sa commission transpartisane, dont la rapporteure était d'ailleurs, me semble-t-il, une sénatrice LR, s'est rendu compte que non seulement c'était le montant des aides était tellement important que c'était pratiquement le premier poste du budget de l'État, si on considérait que c'était un poste du budget de l'État, mais qu'en plus de cela, les contrôles exercés dont vous parlez, contrôles sur comment sont-elles utilisées, y a-t-il des normes à appliquer? Je sais bien qu'il ne faut pas rajouter toujours des normes et des normes, mais quand même, il faut un minimum contrôler l'argent que donne l'État, surtout quand on est dans une situation où il en réclame en permanence en disant qu'il n'en a pas assez.
Donc en fait, oui, bien entendu qu'il faut faire en sorte de conditionnaliser un certain nombre d'éléments, d'aides, de subventions ou de créer un certain nombre d'éléments supplémentaires de taxation si il y a des mauvaises pratiques au niveau aussi des animaux, et je pense que c'est une nécessité. Rien n'avancera spontanément sur la bonne volonté de qui que ce soit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer là-dessus? Sur la possibilité de... Est-ce que c'est une bonne idée de partir aussi sur le fait de conditionnaliser les aides à certaines pratiques au fait de respecter le bien-être animal? Mais évidemment, évidemment. Ça peut être une stratégie peut-être plus porteuse que de Ah, mais demander évidemment. plus de dépenses. Et ça fait partie vraiment des possibilités qui rentrent complètement dans le PLF puisque ça ne coûte pas, il n'y a pas de charge. Donc en fait, on évite cette histoire des finances publiques, même si on ne partage pas forcément la même analyse de ce qui se passe actuellement dans le budget, parce que quand on donne 270 milliards par an aux entreprises, je pense qu'on pourrait en conditionner quelques milliards. Enfin, je veux dire, ce serait quand même le minimum, quoi. Donc, mais je vais vous dire, on pourrait les conditionner là-dessus, on pourrait le conditionner sur le social, on pourrait le conditionner sur, évidemment, la transformation écologique. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de guichet ouvert, sans aucune espèce de contrainte pour les entreprises. Ça fait partie des batailles politiques que nous menons chaque année. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie aussi des faiblesses de l'action gouvernementale de ne pas avoir accepté ne serait-ce qu'une seule conditionnalité sur aucun des sujets à aucune entreprise. Il n'est pas normal que les très grandes entreprises n'aient aucune conditionnalité des aides. Il n'est pas normal non plus que même les petites et moyennes, on leur donne de l'argent public sans aucune espèce de retour ou de contrôle de ce à quoi ça sert. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Donc on suppose que ça sert à l'investissement, au ruissellement, tout ce que vous voulez, mais à la fin, on ne sait pas véritablement à quoi ça sert. Donc c'est pas possible. C'est aujourd'hui la principale charge de l'État, en vérité. Et donc là, on est même dans une forme d'irresponsabilité d'utilisation des dépenses publiques. Sur la conditionnalité, moi je vais être quand même prudent. Sur le principe, dans un monde idéal, je n'ai pas de réticence, bien au contraire. Mais je vais être prudent pratiquement. Pourquoi? Parce que si on met des conditions, on va être de la norme, il faut être clair, et il est probable que le plus souvent, je ne dis pas toujours, le plus souvent, ça dégrade la compétitivité des entreprises en question. Or, nous vivons, que ça nous plaise ou pas, dans un monde ouvert. Nos principaux concurrents sont européens à nos portes, plus les concurrents mondiaux. Si on coule des activités dans notre pays, ça, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a détruit. Puis ça s'est déjà beaucoup pratiqué. On sait ce qu'on a détruit, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le monde est ouvert et que les consommateurs appellent des biens, eh bien, on les importe à l'étranger, où ils sont produits dans les conditions que nous dénonçons chez nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout en militant évidemment pour améliorer les choses, que exporter la maltraitance animale dans les pays autres que le nôtre, pour réimporter après cette maltraitance sous forme de produits qui ont été donc produits dans les conditions que je dénonce, eh bien c'est un déficit, c'est pas un gain. Merci. Alors, je vais devoir laisser la parole un petit peu aux associations. En un mot, si vous aviez un conseil pour les associations pour faire des amendements efficaces, quoi viser, voilà, est-ce que vous avez une recommandation à leur faire? Que ce soit pour cette année ou les années suivantes. Oui, pas partir peut-être dans la foire aux bonnes idées, quoi. Il faut peut-être, de mon point de vue, venir nous voir. Enfin, moi, j'accepte tous les rendez-vous des associations, de toutes les associations, et qu'on en puisse en discuter, parce que moi, je reçois des amendements quelquefois complètement lunaires. Donc, lunaire en termes de budget ou lunaire en termes de concept. Il faut savoir également qu'en général, alors, je parle pour moi. Moi, je reçois les associations raisonnables. Je ne vais pas vers des associations qui pourraient avoir une tendance à être très, très, très extrémistes dans la protection animale. Donc, des gens raisonnables, il y en a des tas, il y a énormément d'associations, mais en tout cas, avant de recevoir des amendements directement comme ça, balancés dans un mail, franchement, il faut qu'on en discute.
Et d'entrée, on peut vous dire et intuitivement ce qui peut passer ou pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Comment? Une association raisonnable, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont... moi, je ne veux pas aller dans le... oui, par exemple, l'antispécisme, j'y vais pas. Personnellement, moi, j'y vais pas. Maintenant, il y a des gens qui y vont. Il faut aller les voir. Mais moi, je reste mesuré. Bien sûr, allez-y. Et juste, oui, du coup, je rappelle une dernière fois que donc, vous avez les contacts des associations qui proposent ces amendements-là, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux si vous avez plus de questions pour aller plus loin sur les amendements proposés. Merci. Oui, effectivement, je pense que la meilleure des choses, c'est que vous nous contactiez, que vous nous conseilliez, que vous nous suggériez. Parce que nous, il faut comprendre que nous sommes noyés sous toutes sortes d'obligations, dans le cadre de l'édification du budget. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a plus de budget. Comme ça, au moins, ça simplifie les choses. Voilà, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Bon. Mais j'espère que les choses se remettront quand même un peu en ordre. J'en sais rien. Hein. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, il faudra bien en sortir. Mais bon, la question n'est pas là. C'est que, en tenant compte de la situation budgétaire de la France, la France est un pays qui emprunte 1 milliard tous les matins pour vivre, où la charge budgétaire atteint maintenant des sommets extraordinaires et c'est pas fini, puisqu'il y a eu encore une dégradation des taux d'intérêt là avant-hier. Et quand vous avez une dégradation de 0,1 point sur 50 000 euros, c'est pas trop grave, mais sur 3 400 milliards, vous comprenez que enfin, pour simplifier, on paye des impôts pour régir les fonds de pension américains. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins tout le monde comprend. Et c'est simple. Donc, nous, on essaye, quand on a des suggestions, de mettre ça dans les tuyaux, de les traduire en termes, suivant les codes de l'Assemblée nationale, c'est pas toujours simple, et de les défendre. Mais après, c'est difficile de faire passer, monsieur le sénateur vient de le dire, c'est qu'après, on nous oppose toujours la rentabilité des entreprises, c'est vrai que c'est une bataille réelle, hein, en Europe et dans le monde. Et donc, il faut en tenir compte. Et comme il faut tenir compte de beaucoup d'autres aspects des choses. C'est pas simple, mais on peut essayer de faire avancer. Après, tout donne lieu à débat. Tout donne lieu à débat. Moi, je vous donne un exemple, très brièvement. Je suis rapporteur spécial d'un certain nombre de sujets, y compris l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est quand même un complément important dans les conditions sociales actuelles. C'est quand même, c'est pas le centre de la vie économique, mais enfin, c'est un complément qu'il convient d'aider. Avec un tout petit budget, on a un budget à 20 millions. Je présidais la commission des finances sur ce sujet dernièrement, et j'ai suggéré très modestement d'augmenter le budget de l'économie sociale et solidaire d'1 million d'euros, de passer de 20 à 21. Enfin, j'ai eu immédiatement un amendement du Rassemblement national qui proposait 0 € sur l'économie sociale. 0. Du coup, évidemment, en face, les représentants de LFI, du coup, on déposait un amendement à 500 millions. C'est-à-dire que au lieu que nous ayons une discussion de fond sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, sur la nécessité éventuellement de l'aider ou pas d'ailleurs, hein, chacun peut s'exprimer, on est parti dans des positions extrêmes qui ont fait qu'il n'y a pas eu de débat. Je vous dis ça pour vous donner un exemple concret de la difficulté des choses après. Après, les réunions de commission des finances, des fois, sont interminables. Il y a des milliers d'amendements qui défilent. Et c'est toujours difficile après de maîtriser les choses. Si vous nous demandez le conseil, un seul conseil extrêmement simple, envoyez-nous les choses tout au long de l'année de très bonne heure. Parce que quand on entre en période budgétaire, il y a tout le reste de la planète qui nous envoie des demandes dans tous les sens, dont certaines intéressantes, hein, ce n'est pas la question, mais qui demandent un minimum d'expertise, parce que c'est souvent des matières quand même très compliquées, et celles qui n'ont pas l'air compliquées le sont souvent à l'usage beaucoup plus qu'on ne croit. Donc il faut qu'on ait un peu de temps d'expertise. Donc le moment pour envoyer vos propositions, c'est du 1er janvier au 31 décembre, sans trop se préoccuper des dates de vote du budget, parce qu'à ce moment-là, comme ça a été excellemment dit par mon voisin, on a la tête sous l'eau
pour autant qu'on l'ait un peu moins le reste de l'année. Mais en tout cas, cette période-là est affreuse. Donc, fournissez, et puis on en débat toute l'année. Et après, on a des collaborateurs qui nous regroupent tout ça pour le moment du PLF. Très bon conseil, merci. Moi, je dirais le mieux peut-être, enfin, en ce qui me concerne moi, qui suis une Française de l'étranger, donc je suis beaucoup en plus à l'étranger, c'est d'abord et d'une de vous rapprocher de Yasmine, que je regarde, parce que c'est quand même elle qui oriente en tout cas les priorités, puisque moi j'aurais tendance à vouloir soutenir tous les sujets, mais je crois que c'est bien aussi de nous identifier. Et par contre, ce qui est parfois un peu contre-productif, c'est quand vous envoyez le même amendement à beaucoup de députés ou sénateurs, et qu'au fond, on se dit, alors s'ils l'ont envoyé à beaucoup, il y a quelqu'un qui va le reprendre, et nous, on va pas le prendre. Donc, enfin, je sais pas comment, mais vous voyez, là on se parle, mais on se voit très peu en fait entre collègues, donc on n'a pas la possibilité d'échanger. Alors parfois nos collaborateurs. Donc ce qui serait quand même bien, c'est qu'en gros vous puissiez nous dire, là on compte sur vous. C'est-à-dire celle-là, c'est vous. Parce que après on se dit si les autres le portent, ils seront peut-être plus là que nous, donc on se sent moins impliqué à le défendre. Donc peut-être que cette stratégie-là, elle est importante à retenir. C'est voilà, vous êtes en gros le leader de ce truc-là. Cet amendement-là, on vous le confie, entre guillemets, plus qu'aux autres. Parce que souvent, souviens-toi, ça m'est arrivé quand on discute, et puis tu me dis, oui, mais ça, sache que je l'ai aussi donné à un tel, un tel, un tel. Du coup, moi je dis, alors, allez-y, quoi, donnez-le. C'est pas du tout par vexation, c'est simplement de dire, on va se concentrer sur autre chose. Donc ça, c'est peut-être aussi à un peu étudier entre vous. C'est-à-dire nous dire, voilà, on met un chef de file, vous voyez que sur ces sujets-là, on le fera de manière transpartisane. Moi qui que ce soit ici, s'il faut elle co-signer, il faut prévenir Yasmine, et moi je co-signerai. C'est pas un problème, mais il faut qu'on le sache, et il faut qu'on ait un chef de file, quoi. Voilà. C'était peut-être un petit peu ça, moi, Et d'ailleurs, je dis ça aussi pour les collaborateurs, collaboratrices présents aujourd'hui. N'hésitez pas à nous tenir au courant si vous comptez déposer certains de ces amendements, parce que ça nous permet aussi après de tenir au courant les parlementaires qui pourraient être intéressés également. Ouais. Mais en tout cas, on retient le conseil. Alors, tout ce qui vient d'être dit est juste, c'est-à-dire demandez-nous des rendez-vous, envoyez-nous vos amendements. Moi, c'est Théo Garcia-Badin qui est là-bas et qui va les recevoir et les traiter, et il sera évidemment très sensible. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que là, il nous faudrait beaucoup plus que dans les exercices précédents, avoir une véritable stratégie, c'est-à-dire on a cette liasse d'amendements, lesquels on veut véritablement faire passer, qu'on mette toute notre énergie transpartisane sur ces amendements-là, qu'on se fasse aussi, pardon de le poser comme ça, mais un tableau de bord, c'est-à-dire sur, par exemple, les animaux retenus dans les structures type cirque, delphinarium, alors maintenant il n'y en a plus, mais dans le cirque, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif à 5 ans? C'est de tous les sortir, on les met où, etc. Et qu'en fait, on ait une véritable stratégie coordonnée, parce que sinon, vous m'envoyez un amendement, vous en envoyez un autre à quelqu'un d'autre, etc. En fait, il y a une forme un peu de loterie dans l'amendement qui va passer. Désolée de le dire comme ça, parce que je comprends que pour vous, ça puisse être très même violent de le recevoir, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on le reçoit, on le porte. Est-ce qu'on sera là le jour où il sera présenté en hémicycle, ou est-ce qu'on ne sera pas là? Parce qu'on ne peut pas non plus être là tout le temps. Donc, il y a des fois où on rate des amendements comme ça. Et en fait, quand ils ont tous la même importance, en fait, il y a un lissage aussi de nos priorités. Et donc, moi, ce que j'aimerais discuter avec vous et ce que j'aimerais travailler avec vous dans les semaines qui viennent, puisque maintenant, on a un petit peu de temps, manifestement, sauf s'il y a dissolution ce soir, mais dans les jours qui viennent, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on ait une forme de stratégie avec une priorisation et des objectifs qu'on se fixe à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, et peut-être même à 10. Mais voilà, vraiment qu'on soit coordonné sur nos efforts et sur la manière dont on les déploie. Et en tout cas, on sera disponible pour ça. Merci à toutes et tous. Donc, du coup...